On ne peut pas parler de ces questions-là sans parler de la société américaine et sans parler notamment de l'une des plaies essentielles de la société américaine, quelques-unes de ces plaies essentielles que sont le communautarisme, le racisme, la loi de l'argent et une violence extraordinaire dans ce pays qui est corrélée à la pauvreté et surtout aux extrêmes de richesse et aux inégalités sociales qui sont tout à fait considérables. Alors, je voudrais, avec la voix originale qu'essaye d'avoir l'Union populaire républicaine, nous on en appelle toujours à la raison des Français, des citoyens, je voudrais quand même faire remarquer en préambule que nous sommes dans un univers en France où nous avons des dirigeants qui, depuis maintenant des années, on pourrait même dire plusieurs décennies, notamment depuis l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, et même on pourrait remonter à la 4e République en faisant un petit isolat de la période de Gaulle-Pompidou, on est dans un pays qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, passe son temps, les élites dirigeantes de la France, à vanter le modèle américain. Ça n'est que ça. J'ai déjà eu l'occasion de rappeler dans d'autres conférences que après la Seconde Guerre mondiale, en échange du plan Marshall, c'est-à-dire en échange de l'argent que les États-Unis allaient apporter, notamment en France, mais dans les pays d'Europe occidentale, eh bien, s'agissant de la France, il y avait eu dans la foulée les accords Bloom-Burns, avec Burns du côté américain et Léon Blum du côté français, qui était ministre des Affaires étrangères, je crois, à ce moment-là, vers 46, et qui, en échange du plan Marshall, la France s'engageait à ouvrir son marché du cinéma, ses salles de cinéma, aux films américains, avec des quotas. Pourquoi cela? Parce que les États-Unis voulaient développer ce qu'on a conceptualisé aux États-Unis sous le nom de soft power, c'est-à-dire du pouvoir doux, du pouvoir de le formatage des idées, c'est-à-dire vendre l'American Way of Life, comme on dit, la façon de vivre des États-Unis. Et à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a vu se développer en Europe occidentale en général, en France en particulier, les films américains, les chansons américaines, on a vu arriver le Coca-Cola, les cigarettes blondes américaines, etc., pour progressivement imposer aux Français, sans qu'ils s'en rendent compte, un mode de référence, une référence culturelle permanente américaine. En d'autres termes, et c'était le préambule de ce que je voulais dire avant de poursuivre, c'est que nous vivons en France dans un état d'esprit avec des dirigeants qui sont complètement formatés par les États-Unis d'Amérique. Vous le savez, je reviens sur cette affaire, beaucoup de nos dirigeants sont des alumni, comme on dit, des anciens élèves ou des de ce qu'on appelle les young leaders, c'est-à-dire les jeunes futurs dirigeants de la French American Foundation, qui a été créée depuis maintenant, c'était sous Giscard, et qui a vocation à sélectionner les élites de demain dans une bonne entente avec les États-Unis d'Amérique. Et de fait, lorsqu'on prend la liste d'un certain nombre de dirigeants politiques français qui font partie de la qui ont été des young leaders sélectionnés par la French American Foundation, on ne peut qu'être assez stupéfait de constater qu'il y a François Hollande parmi les young leaders, Emmanuel Macron, Pierre Moscovici, Édouard Philippe, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Alain Minc, Arnaud Montebourg, Valérie Pécresse, Marisol Touraine, Najat Vallaud-Belkacem, Cédric Villani, Laurent Wauquiez, et j'en passe. Sans parler d'ailleurs d'un certain nombre de journalistes, notamment je parlais de Bernard Guetta tout à l'heure, mais également Laurent Geoffrin, actuellement à la tête de Libération. Tout ça, ce sont des gens qui ont été des young leaders de la French American Foundation, donc qui ont été aux alentours entre 25 et 30 ans en général, ont été sélectionnés pour faire partie d'une espèce d'élite transatlantique et donc estampillée États-Unis d'Amérique. Côté américain d'ailleurs, il y a également du beau monde, si j'ose dire, puisqu'on fait partie de la French American Foundation, rien moins que Bill Clinton, que sa femme Hillary Clinton ou que Barack Obama. Alors c'est là que je voudrais maintenant en venir. C'est que ce sont les mêmes qui n'ont en réalité que le modèle américain à l'esprit. Le moment hamiltonien, la fédération des États-Unis d'Europe, avoir une monnaie unique, s'inspirer des États-Unis d'Amérique dans tous les domaines, coller notre politique étrangère sur celle des États-Unis dans de très nombreux domaines,
appartenir à l'OTAN, etc., 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 eh ben, ce sont les mêmes qui, lorsqu'il y a un événement terrible, comme le fait que les villes américaines s'embrasent suite à la mort de George Floyd, et ça n'est pas la première fois que ça arrive. Rappelons-nous des émeutes de Los Angeles, les émeutes de Watts en 1964. Ce sont les mêmes qui, d'un seul coup, découvrent l'Amérique, si j'ose dire, en disant c'est épouvantable ce qui se passe aux États-Unis. Il faudrait savoir. Donc la question de fond sur laquelle je vous invite à tous réfléchir, c'est de savoir est-ce que les États-Unis d'Amérique sont vraiment le modèle à suivre? Qu'est-ce qui s'y passe en définitive? Alors, de ce point de vue-là, je voudrais attirer, je vais pas parler pendant des heures, mais quoi qu'il y aurait de quoi en parler pendant des heures, mais je voudrais attirer votre attention sur quelques faits essentiels des États-Unis. D'abord, sur les inégalités. C'est le pays des inégalités. Il y a les fortunes les plus mirobolantes, il y a les hommes les plus riches de la Terre qui vivent aux États-Unis. Je pense à Bill Gates, je pense à Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, et le fondateur de Microsoft auparavant. Voilà, ce sont des gens dont la fortune se chiffre en centaines et centaines et centaines de milliards de dollars. Et à l'autre bout de la société américaine, vous avez des pauvres en grand nombre. Alors les indices sur la pauvreté font l'objet de beaucoup de polémiques aux États-Unis parce qu'il y a toute une série de personnes qui sont en dehors des statistiques. Et puis vous avez énormément aux États-Unis d'immigrés clandestins qui, comme tous les immigrés clandestins dans tous les pays du monde, acceptent souvent, pour ne pas dire toujours, des conditions de travail et des conditions salariales qui sont à la limite de l'indigence, bien entendu, pour pouvoir survivre. Donc d'abord et avant tout, les États-Unis d'Amérique, c'est le pays des inégalités qui est fondé, comme vous le savez, sur une véritable histoire des États-Unis, c'est-à-dire l'histoire des personnes qui ont quitté le vieux continent européen au XVIIe siècle pour bâtir sur une espèce de Jérusalem terrestre, loin des vieux pays d'Europe, d'ailleurs en dénigrant le principe même des États, en voulant faire fortune soi-même, et ça a été le grand mythe du self-made man, c'est-à-dire des personnes qui arrivaient sans rien et qui, à force de travail, de combines, de ruses, d'énergie, de courage, mais aussi de choses-trappes, tous les coups sont permis, pour en fait faire fortune, comme si le critère essentiel dans la vie, c'était fondamentalement d'avoir de l'argent. Ce qui est d'ailleurs, malheureusement, exactement le modèle qu'on impose aux peuples d'Europe avec notamment les traités européens et l'ultralibéralisme, et qu'on impose à des peuples comme les peuples d'Europe du Sud, qui, eux, sont les héritiers d'une très longue histoire, notamment religieuse, avec l'Église catholique, en Italie, en Espagne, au Portugal, en France, et vous savez que dans l'Église catholique, plus que dans l'Église protestante, dans l'Église catholique, il y a un certain dédain ou mépris vis-à-vis de l'argent. C'est-à-dire que l'argent est quand même tenu en lisière. Voilà, c'est dire à quel point le modèle de société que l'on nous impose, où on nous met en avant maintenant des gens qui ont des fortunes extraordinaires en France, il y a 40 ans ou 50 ans, ça n'existait pas. Autre chose, c'est que la pauvreté, les inégalités sociales provoquent la création de ghettos et d'émeutes raciales. On l'a vu, j'en parlais tout à l'heure, avec les émeutes de Watts en 1964, et on voit un phénomène aux États-Unis que tout le monde connaît, qui est le phénomène des ghettos. Alors, les ghettos sociaux, il y a toujours eu, par exemple en France, il y a toujours eu des quartiers, comme en France comme partout dans le monde d'ailleurs, il y a toujours eu des quartiers chics, des quartiers avec la classe moyenne et des quartiers pauvres. On ne peut pas dire le contraire. Mais néanmoins, dans le concept de ghetto à l'américaine, c'est vraiment des concepts qui sont fondés sur l'ethnie ou la race. Il y a tout le monde, les Français qui allaient aux États-Unis dans les années 1950 et 1960 étaient stupéfaits lorsqu'ils arrivaient à New York d'aller voir Little Italy, qui était l'endroit où il y avait des Italiens immigrés qui s'étaient installés, et puis quelques rues après, il y avait Chinatown, où il y avait donc là d'un seul coup des restaurants chinois et compagnie, et puis après ça on allait à Harlem, et là il y avait plus que des Afro-Américains. Pour l'œil, c'est intéressant de voir, c'est que pour l'œil d'un Français de 1955 ou 1962, quand il se rendait aux États-Unis, les Français étaient surpris de ça, très surpris. On l'est malheureusement moins maintenant parce que, d'abord,
On a vu et revu à satiété toutes les images venant des États-Unis d'Amérique et notamment par les films, mais le même phénomène a commencé à se développer dans les pays d'Europe occidentale et en France. Cela étant, j'y reviendrai tout à l'heure en conclusion, le phénomène en France n'a rien à voir avec le phénomène qu'on trouve de ghettoisation aux États-Unis. Et puis il y a encore autre chose. C'est la violence que déclenche tout ça. Parce que vous avez la pauvreté qui induit un mode de vie malsain, qui induit des maladies, et qui induit aussi des ghettos, et qui induit le fait que des gens, à leur naissance, eh bien, on sait en gros le risque qu'ils ont d'avoir une vie très modeste, ou au contraire de terminer dans les grandes universités américaines, dépend très largement de leur naissance, sachant que tous les correctifs sociaux qui ont pu être apportés, comme dans un pays comme la France, la promotion au mérite, l'école républicaine, etc. Je dis pas que ça n'existe pas aux États-Unis, il y a des systèmes de bourse, mais c'est quand même très atténué. Eh bien, tout ceci fait qu'il y a un sentiment d'injustice qui s'est développé dans ce pays et qui aboutit à un taux de violence absolument inimaginable, qui trouve d'ailleurs son apogée, si l'on peut dire, son apogée macabre, dans les tueries de masse, ce qu'on appelle les mass shootings aux États-Unis. Les tueries de masse viennent du fait qu'aux États-Unis d'Amérique, eh bien, il y a un nombre, beaucoup d'Américains qui disposent de leur propre armement, puisque les armes sont en vente libre, comme vous le savez, et qu'il y a des associations, notamment la National Rifle Association, qui fait un lobbying tout à fait fondamental, notamment auprès des dirigeants politiques, tout spécialement des dirigeants du Parti républicain, mais aussi de l'autre côté, chez les démocrates, de telle sorte que l'on ne revienne pas sur la possibilité qu'ont les Américains, eh bien, de s'armer eux-mêmes. Alors, je vous ai sorti ici quelques graphiques. Vous avez ici, sur cette courbe bleue, le nombre de tueries de masse aux États-Unis de 1966 à 2015. Regardez cette courbe. Vous voyez que quand on est en 1966, on a quand même un nombre qui est encore limité. Ce qu'on appelle une tuerie de masse aux États-Unis, je crois que c'est à partir du moment où il y a plus de 2 ou 3 morts d'un coup. Donc c'est pas, là, ça n'est pas la courbe des assassinats. Il y a énormément plus d'assassinats. Là, on appelle, c'est les mass shootings. Je crois qu'il faut qu'il y ait 2 ou 3 morts ou blessés d'un seul coup. Et vous voyez qu'il y a, avec des hauts et des bas selon les années, mais vous voyez qu'il y a une tendance à la croissance absolument phénoménale de ce nombre de tueries de masse, avec d'ailleurs des tueries de masse qui ont malheureusement défrayé la chronique lorsqu'on apprend que d'un seul coup, eh bien, il y a un Américain qui s'est réfugié, l'autre fois c'était à Las Vegas, du haut d'un hôtel, et il y avait un Américain qui devait avoir une 50aine d'années qui a tiré sur une foule avec une mitraillette et qui a fait je ne sais plus combien de dizaines de morts. Il y a d'ailleurs, pour les personnes intéressées, je signale que vous trouverez sur Internet des informations avec des associations américaines et qui ont créé des sites Internet justement pour recenser le nombre de tueries de masse. Vous tapez mass shootings et vous verrez qu'il y a des choses absolument incroyables. Parce que moi j'ai découvert ça, c'est qu'il n'y a pas de semaine, on pourrait même dire qu'il n'y a pas de jour où aux États-Unis il n'y a pas quelqu'un qui tire dans le tas. C'est-à-dire, moi je croyais que c'était une fois tous les ans, ou une fois tous les 6 mois. Non, pas du tout. Toutes les semaines, et parfois plusieurs fois par semaine, vous avez dans tel ou tel État, donc un jour ça va être dans l'Illinois, le lendemain ça va être au Texas, après ça en Caroline du Nord, après ça va être du côté de la Pennsylvanie. Vous avez des gens de tout, qui tirent dans le tas. On a vu notamment, y compris des étudiants, comme vous le savez. Et puis, encore un autre critère de la société américaine, c'est le taux d'incarcération. Puisque là, je vous ai montré les tueries de masse, mais le taux d'incarcération, c'est quelles sont les personnes qui vont en prison, alors en préventive ou après condamnation, et qui vont en prison et rapporter ce taux d'incarcération par centaines de milliers d'habitants. Et on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit, en fait, que les États-Unis d'Amérique sont le record mondial du taux d'incarcération par centaines de milliers d'habitants. Les États-Unis d'Amérique, qui culminent à 666, c'est le chiffre de la bête, 666 habitants incarcérés par centaines de milliers d'habitants, c'est-à-dire que ça fait à peu près 6,4
4 ou 6,5 fois plus de personnes incarcérées par centaines de milliers d'habitants aux États-Unis qu'en France. Alors j'en arrive à la conclusion. Cette affaire George Floyd est épouvantable. On se met à la place de la famille, du défunt, etc. Mais ça n'est que, malheureusement, qu'un exemple, un symbole d'une violence raciale aux États-Unis, qui d'ailleurs dont sont victimes pas seulement les Noirs, ça je suis d'accord, il y a aussi des Blancs qui sont victimes de violences raciales, des Noirs qui sont victimes de violences raciales, des Hispaniques qui sont victimes de violences. En fait, c'est l'ensemble de la société américaine qui est victime d'une extrême violence. Et moi, je suis tout à fait éberlué de voir des articles de journaux qui décrivent la violence au Venezuela, nanana, alors qu'il y a 173 personnes incarcérées et qui ne disent, sauf que lorsqu'il y a une émeute qui prend des proportions planétaires, comme c'est aujourd'hui le cas, qui ne disent ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. En France, notre tradition à nous, c'est un pays pays de la laïcité, c'est un pays où le savoir-vivre ensemble, qui est pratiquement un mode de savoir-vivre, c'est qu'en France, on a le droit d'être ce que l'on est, d'avoir la religion que l'on a, la couleur de la peau que l'on a, les origines ethniques que l'on a, etc. Mais l'idée générale, c'est de ne pas choquer autrui par des comportements qui seraient par trop différents de l'état d'esprit français. Quelqu'un peut très bien être musulman, confucéen, agnostique, athée, juif, catholique, protestant, luthérien, orthodoxe, etc. Mais ça doit rester dans la sphère privée. Et je crois que c'est quelque chose de très sain. Et c'est pareil d'ailleurs quant aux origines ethniques, par exemple. Au total, je vous mets en garde. Nous devons tous être très inquiets quant aux évolutions de la France sur le modèle américain. Ce qui a fait la joie de vivre des Français depuis le baptême de Clovis, ce qui fait notre joie de vivre, c'est qu'on ne se soit d'abord et avant tout des citoyens français. Peu importe notre couleur de peau, les couleurs de nos yeux, la couleur de nos cheveux, notre sexe, notre religion, ce qui importe, et c'est ça les grands acquis de la Révolution française, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est l'égalité à la française. Or, ceci est actuellement contrebattu, détruit petit à petit par pans entiers par notre appartenance à l'Union européenne et par le modèle nord-américain, le modèle américain, états-unien qu'elle sous-tend. Puisque derrière la construction européenne, il y a cette idée lancinante, c'est ce que je disais au début de cette intervention, il y a l'idée fondamentale de s'inspirer du modèle des États-Unis d'Amérique. On a remplacé la liberté par une espèce de surveillance généralisée maintenant qui prend des proportions de plus en plus inquiétantes, et sans parler d'une espèce d'esclavage au travail, puisqu'on est en train de démolir des pans entiers de notre droit du travail pour lequel nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents s'étaient battus. Donc on est en train de revenir petit à petit à la loi de la jungle, en permettant à des employeurs d'avoir finalement de plus en plus de droits vis-à-vis des employés. Aux dernières nouvelles, on a vu que Madame Belloubet, un certain nombre de ministres laisseraient entendre qu'il faudrait que peut-être les Français acceptent de diminuer leur salaire suite à la pandémie de Covid 2019. Bon, on est en train progressivement de transformer les contrats de travail de faire perdre aux contrats de travail les protections qu'ils avaient pour avoir de plus en plus une société de liberté surveillée, pour ne pas dire d'esclavage au travail. Ça, c'est le premier point, la liberté. L'égalité est en train d'être remplacée par les inégalités, et les inégalités en France ne cessent de progresser depuis la libre circulation des mouvements de capitaux imposés par les traités européens, qui permet à un industriel en France de délocaliser son entreprise si ses salariés n'acceptent pas d'être payés comme des Bangladeshis ou des Chinois ou des Vietnamiens, eh bien à ce moment-là, ou des Slovaques, on va délocaliser à l'extérieur. Ça, c'est totalement permis par la libre circulation des mouvements de capitaux dans le cadre de l'OCDE et imposé par les traités européens. Donc, l'égalité est en train de se transformer en inégalité. Et la fraternité est en train de se transformer en communautarisme. Puisque, à partir du moment où les Français ont du mal à se retrouver dans les valeurs traditionnelles de la République française,
et que l'on nous impose un mode de vie d'importation qui est celui que j'ai décrit tout au long de cette intervention, eh bien, de plus en plus, les Français se referment sur eux-mêmes, sur leur famille, sur leur cercle d'amis, et sur le modèle américain, le contre-modèle, je l'appellerais, ont tendance à se rassembler par communauté. C'est le développement du communautarisme, c'est la fin de la République. Voilà. Et la dernière valeur, liberté, égalité, fraternité, la laïcité, la laïcité aussi est contrebattue par la montée du communautarisme religieux, conformément d'ailleurs à ce qui se passe aux États-Unis. Voilà. En conclusion, j'appelle un petit peu toutes les personnes qui manifestent en ce moment suite à l'affaire George Floyd de bien comprendre qu'il faut aller chercher l'origine des causes. Ça ne suffit pas de se mobiliser contre le racisme, etc., ou contre les violences. C'est que la société, dans son ensemble, sécrète une violence par ses inégalités, son communautarisme, son refus d'avoir un État qui assure une certaine forme de justice et d'égalité sociale. C'est le modèle nord-américain qui suscite cela. C'est encore une des raisons pour lesquelles il faut que les Français comprennent que pour sauver cette France où il fait bon vivre, douce France, chantait Charles Trenet, pour retrouver cette douceur de vivre à la française, nous devons absolument avoir redressé l'État, et c'est ce que nous ferons lorsque nous serons arrivés au pouvoir. On rétablira ce que doit faire l'État en France, c'est-à-dire un État qui assure la justice, une certaine forme d'égalité sociale entre les Français, et qui ne tolère pas la montée continuelle des inégalités, parce qu'au bout du chemin, si on tolère la montée continuelle des inégalités, si on transige avec la laïcité, si on a des prises de positions internationales qui montrent que l'on fait preuve d'un deux poids deux mesures absolument scandaleux qui nous aliène telle ou telle partie de la population, eh bien progressivement, on ira vers ce vers quoi on va, une société à l'américaine. Et au lieu d'avoir 103 habitants incarcérés pour 100 000 habitants, c'est une statistique en France qui ne fait que monter, mais on n'en aura plus 103, on en aura 666 par centaine de milliers d'habitants, comme aux États-Unis. Eh ben ça, moi, je dis non. Vive la République et vive la France.